Bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour ce débat sur la guerre en Ukraine. Entre-temps, l'actualité est venue aussi entrechoquer sur les affaires syriennes, mais c'est pas sans lien. Et ce qui se passe au Proche-Orient, ce qui se passe en Europe, tout ceci interrelié. Et on peut dire que c'est à la fois les suites du 7 octobre, c'est aussi à la fois les suites de l'élection de Donald Trump, dont on attend toujours les premières décisions puisqu'il a promis de faire la paix en 24 heures, y compris avant son arrivée. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a un changement de paramètres sur ce conflit, puisque le président ukrainien, qui est donc venu pour la réouverture de Notre-Dame pour voir le président américain, qui pendant très longtemps avait dit qu'il refusait les négociations avec la Russie, avec Poutine en particulier, et bien sûr qu'il avait des buts de guerre qui étaient de reconquérir tous les territoires qu'il a perdus depuis le début de la guerre, cette guerre ouverte en 2022, mais pour lui, la guerre a commencé en 2014, donc avec aussi non seulement le Donbass, l'annexion de la Crimée, a fait savoir qu'il était prêt à des concessions territoriales, à condition qu'elles soient provisoires, puisque ce qu'il ne peut pas reconquérir par la force, il pourrait la reconquérir par la négociation ultérieure, et à condition que le territoire qui est encore sous souveraineté ukrainienne puisse être intégré dans l'OTAN. Je crois qu'il est douteux qu'il puisse obtenir par la négociation avec Poutine ce qu'il n'a pas obtenu par les armes. Et il y a certainement un blocage à ce que l'Ukraine rentre dans l'OTAN dans une période à moyenne perspective. Mais on peut comprendre que de son point de vue, il fait un tournant par rapport à ses positions passées et que donc, bien, il est normal qu'il ne perde pas la face. L'art de la diplomatie, ce n'est pas Jean qui me démentira, c'est que on peut trouver un accord à condition que personne ne perde la face. Mais en tous les cas, c'est une page nouvelle qui s'ouvre et qui prend un petit peu quand même à revers les pays occidentaux, mais avant tout les pays européens puisque aux États-Unis, il y a un choix politique qui a été fait. Et Donald Trump n'a jamais fait mystère de ses positions sur la guerre en Ukraine. Donc, on s'attendait à cela. Et d'ailleurs, dès qu'il y avait la perspective qu'il puisse être élu, Zelensky a un petit peu amendé sa position. Il a encore plus amendé une fois que Trump a été élu, qu'il était certain que c'est celui qui prenne les rênes des États-Unis à partir du 20 janvier. C'est beaucoup plus gênant pour les pays européens dans la mesure où la position des pays européens était de soutenir les buts de guerre de l'Ukraine, qui était donc la reconquête des territoires perdus, le jugement de Poutine devant la Cour pénale internationale et le paiement de dommages de guerre par la Russie. Et ceux qui, comme certains autour de cette table, disaient que c'est demande pour justifier qu'elle soit avec pour seul défaut de ne pas être accessible, eh bien, se faisait peut-être traiter de d'agents infiltrés de Poutine, de pro-Poutine, ou de faire le jeu de Poutine à leur corps défendant, alors que il y a des réalités démographiques. Il y a aujourd'hui 30 millions d'Ukrainiens en Ukraine, contre 52 millions en 91. 30 millions d'Ukrainiens, 7 ont été perdus par l'exil, 3 par l'annexion de la Crimée, et puis depuis la guerre, il y a des 2 millions peut-être d'Ukrainiens qui sont partis en Russie, 3 même, et 6 ou 7 qui sont partis dans le reste du monde. Donc le rapport démographique ne permet pas, quelles que soient les circonstances par lesquelles on prenne, ne permettent pas à un pays de 30 millions d'habitants de vaincre militairement un pays qui en a 140. C'est juste la règle mathématique. Et donc, on peut livrer plus de matériel, ça ne change pas le ratio démographique. Alors, certains avaient proposé d'envoyer des soldats pour inverser cette inégalité démographique. C'est aurait été le risque d'un affrontement direct entre les Occidentaux et la Russie qui reste, qui même si elle est affaiblie, a encore des dents atomiques, ce qui doit un peu calmer les ardeurs. Je pense en tous les cas que depuis le début, cette question a été prise sous un aspect émotionnel et non pas sous un aspect rationnel. On nous a parlé des malheurs des Ukrainiens qui sont réels, mais une fois encore, moi, depuis 2 ans que je fais des débats là-dessus, quand je dis que enfin, disons que ça fait au moins 1 an et demi que je dis que les Ukrainiens ne reconquériront pas les territoires, et que quand on me dit, mais c'est pas normal, c'est de la réelle politique, c'est pas bien, c'est pas moral, et que je demande, bon, d'accord, mais quel est votre plan B, comment faire pour inverser cela, je n'ai pas encore entendu de réponse satisfaisante. Donc oui, effectivement, l'acquisition de territoire par la force au profit de la Russie aura lieu,
parce qu'on n'ira pas pour une troisième guerre mondiale et que ce n'est pas être Marcel Déat de dire qu'on ne veut pas mourir pour le Donbass, parce que ça serait une mort pour tout le monde. Mais ceci étant, je ne suis pas sûr que la Russie s'en sorte aussi bien, puisqu'elle a quand même été affaiblie par cette guerre isolée du monde occidental, pas du reste du monde. Elle a quand même quelques problèmes économiques, un rapport bilatéral avec la Chine qui s'est dégradé, et donc la Russie n'est pas aussi victorieuse. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que ben, on voit que ceux qui ont été, à part l'Ukraine, qui bien sûr est le premier pays qui a souffert de cette guerre, par les pertes humaines, par les destructions, par les crimes de guerre qui ont été commis, par la Russie, victime d'une agression, bien sûr, mais qui en même temps a gagné un statut de candidat à l'Union européenne qui est modérément justifié selon les critères traditionnels d'admission à l'Union européenne. Mais sinon, bah, ceux qui sont les plus perdants de cette guerre, c'est les pays européens. On voit que le modèle économique allemand a été brisé et les difficultés de l'Allemagne sont réelles par rapport à cela, et que les plans d'autonomie stratégique européenne défendus par la France ne sont plus achetés par personne. Donc, quels sont, avec l'élection de Trump, les nouvelles perspectives de cette guerre? Quelles seront les positions des uns et des autres? On a trois intervenants dont vous connaissez bien sûr les biographies. Jean va nous parler un peu comment à Moscou est aperçue l'arrivée de Donald Trump et les perspectives qui peuvent être faites. Louise Souverbi va nous dire un peu quel est le sentiment des pays de l'Europe frontaliers ou proches géographiquement, peu pour le reste, de la Russie, en Pologne, dans les pays baltes, comment le nord de l'Europe et l'est de l'Europe voient cela, ils se considèrent comme étant au premier front. Et Jean-Pierre Molny nous donnera un peu un point de vue plus global, enfin, des pays de la vieille Europe ou de l'OTAN en tant que structure. Voilà comment on va se débrouiller. Et puis, bien sûr, vous aurez loisir de poser toutes les questions que vous voulez poser. Mais Jean, je te passe tout de suite la parole. Merci, Merci Pascal. Je crois que tu as déjà bien tracé le tableau. C'est difficile de parler de la position de la Russie si on ne parle pas un petit peu de la position de l'Ukraine, parce qu'il y a un effet miroir. Euh, En fait, Trump, quand il a dit qu'il réglerait l'affaire en 24 heures, il a introduit dans la crise ukrainienne, dans la guerre, un profond bouleversement. Parce qu'en fait, tout le monde était installé dans la guerre. Zelensky était installé dans la guerre parce qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. Et après les pertes que tu as décrites, après les dévastations, après les ambitions qu'il avait posées pour l'Ukraine, la reconquête de tous les territoires, il n'allait pas décider lui-même de négocier. C'était pas possible, c'était sa mort politique. Du côté des Russes aussi, on s'installait dans la guerre parce qu'en fait, les Russes étaient en train de gagner, ils sont en train de gagner, ils grignotent, ils gagnent. Plus le temps passe, plus c'est à leur profit. Et donc Trump arrive comme il est gênant d'une certaine façon. Pour Zelensky, Trump est un sauveur. C'est-à-dire que s'il arrive à bien s'en tirer, euh, Zelensky, ça lui permet de sortir en beauté en disant que les concessions qu'il a faites, parce qu'il sera obligé d'en faire, comme l'a dit Pascal, mais ces concessions, elles lui ont été imposées par plus fort que lui, qui en plus l'aide en permanence dont il ne peut pas se passer. Pour Poutine, c'est plus compliqué parce qu'il est en train de gagner. Il est en train de gagner. Plus les semaines passent, plus il grignote les villages, etc. Et donc, on a pu remarquer à la fois les déclarations des porte-paroles de Dimitri Peskov, dans la presse, etc., que, en fait, il y avait une grande prudence dans l'accueil fait par les Russes des propositions. Il n'y a pas eu de proposition de Trump, mais des fuites qu'il pouvait y avoir. De Kellogg qui l'a chargé du dossier ukrainien ou dans la presse. Donc, euh, donc en fait, circonspection de la part des Russes, ça a été le premier réflexe. Alors, un petit mot quand même pour l'Europe. L'Europe, là-dedans, elle n'existe pas, hein. C'est-à-dire que là aussi, l'Europe a dit, parce que c'était le seul moyen de se retrouver, c'est on continue à aider l'Ukraine jusqu'à ce que l'Ukraine décide
de changer, en fait. C'est-à-dire que l'Europe a renoncé à son autonomie diplomatique dans cette affaire. Et d'une certaine façon, pour certains pays européens, ben, le bouleversement introduit par Trump est à la fois une obligation de prendre ses responsabilités, pour certains un soulagement, et pour d'autres, finalement, une résignation. Après tout, on va peut-être moins aider l'Ukraine, sans quoi ils se trompent totalement, euh, si la guerre ne se prolonge pas. Alors, en fait, tout le monde a rappelé ses positions. Pascal a rappelé les positions ukrainiennes, avec cette ouverture progressive vers la négociation, vers la concession territoriale même. Donc, il y a une évolution qui a préparé l'entrée de Trump au pouvoir en janvier. Du côté russe, disons, on a plutôt bétonné. Quand on regarde le discours un très long interview de Lavrov donné en marge de Kazan, enfin, les propos qui ont été tenus de tous côtés, c'est nous voulons les 5 oblasts, hein, c'est-à-dire Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson et la Crimée, bien sûr. Nous voulons retour du thème qui parfois avait disparu de la dénazification de l'Ukraine, ce qui veut dire en fait que la Russie se réserve un droit de regard sur le fonctionnement des institutions ukrainiennes, et bien sûr neutralisation de l'Ukraine. Ce à quoi on rajoute, mais avec des variations sur les sanctions. Alors, de temps en temps, le président Poutine joue les gros bras en disant les sanctions, bah, nous, regardez, hein, ça nous rend service, on fait de la substitution, on se développe à toute vitesse, les sanctions, ça ne nous gêne pas. Lavrov a dit ça aussi, mais dans la réalité, il est clair que l'allègement d'une partie des sanctions fera partie du marché s'il y en a un. Euh, donc, autre élément qui est important dans dans les bases qui ont composé les Russes pour un accord éventuel, la référence à Istanbul. Vous vous souvenez qu'à Istanbul, le 5 avril, on était passé très près d'un accord. Très près d'un accord. Il restait en fait euh, 3 éléments à régler. Il y avait le niveau des forces militaires résiduelles que les Ukrainiens pouvaient garder. Il y avait la question des garanties, c'était surtout ça ce qui était important, la question des garanties avec une question subsidiaire du survol en cas de guerre, interdiction de survol de l'Ukraine. C'était 3 points. Alors les garanties, c'était des garanties on allait demander aux Allemands, aux Français, aux Américains peut-être. Enfin, c'était l'idée et on la retrouvera. Donc cet accord, il devait être conclu par un sommet à Moscou, oui, à Moscou, entre Zelensky et Poutine. Et ce sommet n'a jamais eu lieu, puisque vous vous souvenez peut-être, c'est Boris Johnson qui a déconseillé à Zelensky de continuer la négociation. On aurait pu boucler. Les Russes ont dit l'accord d'Istanbul reste une base, sauf que, entre-temps, nous avons gagné du terrain et il faut prendre, ce sont leurs mots, prendre en compte les réalités du terrain. Donc on voit très bien la position de départ russe qui est, je ne dis pas maximaliste, parce qu'au départ, les Russes avaient l'intention de conquérir, enfin indirectement, par un pouvoir changé à Kiev, l'ensemble de l'Ukraine. Mais en tout cas, ils démarrent sur une position, le moins qu'on puisse dire, dure compte tenu de la situation actuelle, avec le chantage implicite. Nous sommes les plus forts sur le terrain, plus le temps passe, plus nous gagnons du terrain. Alors, il y a quand même, quand on voit les positions des uns et des autres, il y a quand même un élément très important à prendre en compte, c'est que, en fait, les derniers sondages, hein, fin octobre, montraient qu'en Russie, vous avez plus de 50% des Russes qui veulent négocier. Alors, négocier, ça veut dire, il y a des nuances, hein. Sur ces 50%, il y en a plus de la moitié qui disent négocier aux conditions russes, bien entendu. Bon, mais c'est quand même important. Et du côté ukrainien, ça fait déjà assez longtemps que plus de 50% de la population euh, veut bien négocier, même avec, dans une partie importante, même avec des concessions territoriales. Donc il y a une évolution de l'opinion publique qui est favorable à la paix. Alors, autre élément qui est favorable à la paix, c'est que
effectivement, la Russie a admirablement bien, comme chacun sait, résisté aux sanctions. Mais on arrive, semble-t-il, à un changement de période. Le changement de période, il est dû au fait que, dans un contexte général où la population, quand même, aimerait bien que ça s'arrête, ce sondage sur les négociations le montre, euh, quand bon, le taux d'inflation, qui est de 9% actuellement, et probablement plus si on le prend mois par mois, a obligé la Banque centrale à, à mettre des taux d'intérêt de 21%. 21% depuis c'est septembre, mais on était déjà avant aux alentours de 18, 19, 20, etc. À ce taux-là, il n'y a plus d'investissement, hein. C'est-à-dire que à 20, vous ne pouvez plus emprunter de l'argent pour faire tourner l'économie. Donc c'est un handicap lourd. Donc la Russie a pris un prêt à la Banque de développement des BRICS, 1,2 milliard, c'est une poussière, hein. Donc actuellement, la Russie cherche de l'argent pour investir, c'est compliqué. Autre élément, il y a, semble-t-il, un accord implicite entre Biden et Trump pour augmenter la pression sur la Russie, parce que les Américains ne sont pas idiots, ils ont compris que les Russes, pour des raisons évidentes, puisque, comme je le disais, sur le terrain, ils gagnent, donc les Russes n'étaient pas si chauds que ça pour démarrer les négociations et surtout pour les boucler en 24 heures. D'où une pression accrue sur la Russie. Pression militaire, décision d'étendre le rayon d'action des frappes ukrainiennes avec du matériel américain, mais surtout une mesure, une sanction qui fait particulièrement mal à la Russie, qui a été la mise sous sanction de 52 nouvelles banques, dont Gazprom Bank, qui sont les banques par lesquelles passent les règlements des exportations pétrolières et exportations gazières. Et donc ça a été un choc assez brutal. C'est ça ce qui a provoqué l'effondrement relatif du rouble. Actuellement, les Russes sont en train d'essayer de trouver des moyens pour être payés pour leur gaz, mais c'est très compliqué. Et donc, en fait, on voit bien que la pression américaine s'accentue sur la Russie indirectement, toujours sur le compte de l'administration Biden. D'ailleurs, Trump arrivera avec les mains propres, si j'ose dire, au regard des Russes. Mais dans la réalité, selon toute probabilité, ils sont mis d'accord là-dessus. Alors, maintenant, bon, c'est très difficile de faire des prévisions, c'est très difficile, surtout quand ça concerne l'avenir, comme disait Alphonse Allais. Mais en fait, on voit très bien que s'il y a un accord, si ça marche, 50-50, hein, pas sûr du tout. On voit très bien le type d'accord que ça sera, c'est-à-dire concession territoriale de la part de l'Ukraine contre garantie internationale, ça c'est très clair, avec la neutralisation de l'Ukraine par rapport à l'OTAN. C'est une question de principe, c'est la principale ligne rouge, peut-être même la seule vraie, solide, sérieuse que les Russes ont mis depuis, j'allais dire depuis 20 ans, hein, en fait, hein. Donc, pas d'OTAN et des concessions territoriales d'un côté, des garanties internationales de l'autre pour l'Ukraine. C'est pas beaucoup pour l'Ukraine. Ça va être difficile. Il faut sauver la face à l'Ukraine. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, qui va sauver la face à l'Ukraine? Ben, ça va être l'Europe, bien entendu. C'est-à-dire, elle va sauver la face de l'Ukraine par l'argent, d'une part, et par les perspectives d'adhésion à l'Union européenne. Et donc, en fait, ben, le cochon de payant là-dedans, ça, ça sera nous. Dernier point, euh, Trump fera sans aucun doute payer ses services à la Russie. Et donc lui demandera des contreparties. Il y aura une petite négociation. Alors il va lui demander peut-être de prendre un peu de distance par rapport à la Chine. Les Russes ne voudront pas parce que la Chine les a sauvés littéralement. Enfin, en tout cas, a joué un rôle très important dans leur survie au moment des sanctions. Donc les Russes ne céderont pas. Vis-à-vis de l'Iran, peut-être. Oui, parce que l'Iran est affaibli, c'est moins important. Pas exclu, mais en tout cas peu probable. Mais surtout des concessions économiques. Et surtout des concessions économiques. Et au moment où, si la guerre se calme, parce que c'est ce que Trump a en tête, il n'aime pas la guerre, il aime le commerce, il aime le business. Donc il faut que la Russie ouvre son marché aux entreprises américaines. Et là encore, ce sera, euh, je le crains fort, et on en voit quelques prémices au détriment des entreprises européennes. Merci. Merci Jean pour ce tour d'horizon très, très complet et assez peu optimiste d'un point de vue purement européen.
Louise, comment l'arrivée de Trump est perçue dans les pays frontaliers de la Russie? Est-ce que c'est panique dans tous les rangs? Est-ce que les gens se disent comment on va s'en sortir pour mieux se faire accepter, mieux on peut essayer de nous le sauver? Est-ce qu'il y a vraiment ou est-ce qu'ils sont prêts à faire des concessions supplémentaires par rapport à ce que Trump peut leur demander? La nouvelle haute commissaire européenne, Madame Kaja Kallas, vient d'Estonie. Elle a des positions très ferme sur la Russie, mais en même temps, on voit bien que la fermeté des positions sur la Russie s'accompagne généralement d'une très grande souplesse par rapport aux positions américaines. Donc, est-ce que les pays européens, est-ce que le choc de l'arrivée de Trump va faire être le wake-up call qu'on attend depuis assez longtemps en France et qui ne vient jamais, ou est-ce qu'au contraire, ça sera la course à un peu plus de recherche de bienveillance et d'attirer l'attention du patron américain? Euh, En fait, l'élection de Trump, déjà la première élection, elle avait eu des effets assez ambivalents dans la partie centrale et orientale de l'Europe, notamment en Pologne. Euh, et c'est un peu la même réaction qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va avoir à la fois la tentation de céder à l'approche transactionnelle que Trump veut imposer et donc euh, acheter toujours davantage d'équipements et de systèmes d'armes auprès des États-Unis pour sécuriser la garantie de sécurité américaine. Mais en même temps, on a aussi en Pologne une recherche de partenaires de sécurité, pas alternatifs, mais on va dire complémentaires, donc, qui incite voilà, la Pologne à regarder en Europe. Et au sein de l'Union européenne, c'est la France qui était la plus crédible jusqu'à présent. Euh, Après, l'atlantisme des Polonais et dans les pays nordiques, dans les pays baltes en général, il faut le nuancer. Donc, il y a effectivement une tradition ancienne d'une relation privilégiée avec les États-Unis, puisque c'est des pays qui conçoivent leur sécurité nationale, pas seulement dans le cadre de l'OTAN, mais dans le cadre de leurs relations bilatérales avec les États-Unis. Et en même temps, il faut être honnête sur le fait que l'Union européenne n'est pas en mesure, enfin les pays de l'Union européenne n'étaient pas en mesure d'offrir ces garanties de sécurité à des pays qui perçoivent une menace imminente de leurs voisins russes. Et cette menace, elle est perçue pas seulement depuis 2022, mais depuis 2014 et même avant. Donc voilà. Donc c'est logique qu'ils recherchent des garanties de sécurité fermes qui passent notamment par des déploiements opérationnels sur leur territoire. Après, ces pays-là ne sont pas du tout opposés à une prise de responsabilité européenne, bien au contraire. En fait, c'est juste que si on assène des concepts comme l'autonomie stratégique européenne, qui sont tout de suite assimilés à l'idée d'une rupture du lien transatlantique, effectivement, on effraie ces pays-là et on les perd dans la construction d'une résilience et d'une sécurité européenne. Mais en fait, ces pays-là, ils poussent aujourd'hui pour une prise de responsabilité des Européens sur le sujet de la sécurité. Les Polonais expliquent justement que, c'est explicite dans leur discours, hein, que l'augmentation de leurs dépenses de défense elle vise à assurer la permanence des Américains en Europe. Ils veulent montrer qu'ils sont des alliés fiables, qu'ils sont désireux de contribuer à leur propre sécurité, et ça justifie la permanence de la garantie de sécurité américaine. Euh, donc il y a cette double rationalité dans l'augmentation des dépenses de défense, c'est à la fois s'assurer que on paie ses factures et que voilà, Trump ne va pas quitter l'OTAN, et en même temps prendre des responsabilités, notamment vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis de la sécurité européenne. Après, effectivement, quand on regarde les acquisitions de la Pologne, par exemple, elles sont effectivement en majorité dirigées vers des industries qui ne sont pas européennes. Mais toujours, c'est toujours à mettre en lien avec la perception de la menace. C'est-à-dire que quand vous avez la Russie qui envahit l'Ukraine, les Polonais et les Baltes se voient très concrètement comme les prochains sur la liste.
et ils ont besoin de monter en puissance leur capacité militaire immédiatement. Et donc, ils regardent autour d'eux qui est capable de leur livrer les capacités nécessaires rapidement. Ben, ce ne sont pas les Européens. Les Polonais le disent eux-mêmes, ils auraient voulu acheter des canons César. C'était leur choix initial. Les délais de production ne permettaient pas de livrer des canons César aux Polonais, donc ils se sont tournés vers les Coréens qui ont livré des canons en 4 mois. Les Américains qui ont des stocks d'armement bien plus importants ont pu aussi prélever sur leur propre stock de chars, par exemple, et livrer des chars rapidement. Donc c'est aussi à voir à la lumière de la menace qui est perçue comme imminente. Mais les Polonais s'investissent dans des projets capacitaires européens. Seulement, il faut que ces projets puissent délivrer rapidement. Mais on voit l'importance que prennent aujourd'hui les pays de la région qui entoure la mer Baltique au sein des institutions européennes. Il y a beaucoup dans les commissaires, le nouveau collège de commissaires européens, il y a des postes très importants occupés par des Baltes, des Polonais et des responsables nordiques qui sont volontaires pour s'investir dans le renforcement de la sécurité européenne, mais sans remettre en cause le lien transatlantique. En fait, c'est littéralement le renforcement du pilier européen de l'OTAN. Si je peux me permettre aussi, très rapidement, une petite remarque pour rebondir sur ce que vous aviez dit au début sur les concessions de territoire des Ukrainiens, parce que c'est aussi la vision, je pense, qui est très répandue en Europe orientale, enfin l'Europe qui a connu aussi l'occupation russe, même si elle est plus ancienne, bien sûr. Je pense qu'il n'y a pas seulement le côté réaliste ou émotionnel ou pragmatique, mais il y a le fait que les Ukrainiens et les pays qui regardaient déjà vers l'Ukraine depuis 2014 voyaient bien ce qu'il se passe dans les régions occupées. Donc en Crimée, dans le Donbass, la russification forcée, la perte de liberté d'expression sur le modèle de ce qui se passe en Russie finalement. Et à partir de 2022, les exactions commises et les crimes de guerre commis dans les territoires occupés par la Russie. Et donc, euh, il y avait une vraie crainte dans toute l'Ukraine d'être un jour occupée par la Russie. Parce que en fait, c'est pas seulement des revendications irrédentistes de la Russie qui voudraient simplement assimiler des territoires et les rattacher à son propre territoire, mais il y a quand même ce projet de destruction que craignent tous les habitants d'Ukraine. Et c'est pour cette raison que les Ukrainiens étaient aussi réticents à céder des territoires. C'était vraiment par crainte aussi de ce qui allait se passer dans ces territoires. Alors effectivement, ça pose la question de est-ce que c'est réaliste ou pas de vouloir à tout prix les récupérer et comment on fait en pratique pour le faire. Mais je pense que ce n'était pas seulement une question de principe et de ne pas perdre la face, mais aussi par crainte de ce qui se passe en termes d'exaction dans ces territoires. Il y a des crimes de guerre qui sont déjà documentés. Il y a eu aussi des livres qui sont déjà sortis, par exemple, sur le sujet des violences sexuelles commises par l'armée russe et l'utilisation de violences sexuelles comme arme de guerre. Les transferts forcés de population, y compris d'enfants. Donc voilà, c'est quelque chose qui était très présent dans l'esprit des Ukrainiens et qui explique aussi cette réticence jusqu'au bout à céder des territoires. Et qui implique aussi, après, mais on pourrait revenir, la question des garanties de sécurité pour, euh, pour l'Ukraine. Ah non, mais en dehors enfin, sur le principe, la cession de territoire n'est pas admissible, c'est illégal, et ce n'est pas un principe, sauf que, et effectivement, tu fais bien de rappeler aussi l'ensemble des crimes de guerre qui est très largement documenté par une très grande variété à la fois de juristes, mais surtout d'ONG, et pas seulement occidentales, de tout ordre. Mais ça ne change pas le fait de dire comment on fait pour mettre ça en place. Enfin, en tout cas, merci pour ces renseignements. Jean-Pierre, du côté des pays de la vieille Europe, les pays occidentaux qui sont depuis plus longtemps dans l'OTAN et de par de la structure de l'OTAN aussi, comment ça se passe? Est-ce que les difficultés de politique intérieure de deux pays majeurs comme la France et l'Allemagne ont des répercussions par rapport au fait de pouvoir offrir un front uni face à Trump? On se rappelle de cette photo du G7 au Canada
où tu as les 6 autres membres du G7 qui sont debout ensemble face à un Trump qui est assis et qui a l'air un peu encerclé. Mais à l'époque, il y avait Madame Merkel qui était forte dans son pays, une Allemagne qui était forte dans le monde. Aujourd'hui, il y a un pouvoir allemand qui est faible, une Allemagne qui est faible dans le monde. Et on pourrait dire à peu près la même chose de la France. Donc le rapport de force entre les pays européens et Trump a changé entre Trump 1 et Trump 2. Comment voir les choses et quelle attitude, par rapport aussi à ce que Jean a évoqué, quel type de garantie peut être donnée à l'Ukraine parce que, effectivement, et on peut le comprendre, non seulement en Ukraine, mais également dans les pays que Louise vient d'évoquer, c'est que la crainte, c'est de dire que les Russes ne se contentent pas de ce qu'ils ont, mais que c'est juste un répit avant de repasser à une autre offensive. Et donc, quel type de garantie peut-on donner à l'Ukraine, sachant que les garanties ont été dans le passé, qui n'ont pas, comme dirait l'autre, ça n'a pas marché, quoi. C'est pas que ça a été un échec, mais ça n'a pas marché. Donc, comment faire? Bah, déjà, première chose, c'est toujours, à mon avis, très difficile d'avoir une vision très juste des choses, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions qui sont relatives à la perception des acteurs. Par rapport à la situation actuelle déjà de la guerre en elle-même, j'ai le sentiment, mais c'est peut-être que ce n'est qu'un sentiment justement, que finalement les deux acteurs, Ukraine et Russie, sont d'une certaine manière assez satisfaits que Trump arrive au pouvoir parce que ça leur donne un, comment dire, l'occasion de se dire on va négocier. Alors que s'il n'y avait pas Trump, finalement, il n'aurait pas négocié, il serait continué dans la guerre. L'Ukraine, parce qu'effectivement, elle est en difficulté militairement parlant. La Russie, parce que c'est une occasion finalement de prendre son gain. Et le gain, ça va être tout l'est de l'Ukraine. À partir de là, qu'est-ce qui va se passer à la table de négociation? Moi, ma crainte, mais encore une fois, c'est quand je dis moi ma crainte, bon, on regarde la situation, on regarde les acteurs les uns les autres. Euh, on va être dans une situation où personne finalement ne va avoir d'une manière ou d'une autre, satisfaction. Alors, on va faire semblant de se dire, c'est bon, l'accord est un bon accord, mais en réalité, personne n'aura satisfaction, ce qui veut dire qu'à mon avis, on va pas réécrire l'architecture de sécurité en Europe si on a une négociation. On aura simplement un cessez-le-feu avec une ligne de front. Et ça, enfin, c'est une très mauvaise chose pour les Européens, au moins à très court terme. Ça peut être une très bonne chose sur le plus long terme, en termes de construction de l'unité européenne. Le très court terme, je ne crois absolument pas que Trump sortira de l'OTAN. Trump va tordre le bras des Européens en leur disant faites plus pour votre défense, faites plus pour votre défense, faites plus pour votre défense. Et je reste dans l'OTAN. Faire plus pour la défense, ça veut dire acheter du matériel militaire américain, point barre. J'y reviendrai après. Et ça veut dire également une deuxième chose qui est peut-être plus embêtante, c'est la question effectivement des garanties de sécurité à l'Ukraine. Bon, on commence à voir ici ou là le fait que parmi les garanties de sécurité à l'Ukraine, on pourrait avoir l'envoi de troupes françaises et britanniques sur le sol ukrainien pour garantir l'accord de cessez-le-feu. Le problème, si on fait ce genre de choses, c'est qu'à la fois, effectivement, les Européens sont un petit peu plus sur le devant de la scène, mais en même temps, on fait un découplage au niveau de l'OTAN. C'est-à-dire que vous avez les Européens d'un côté et puis les Américains de l'autre, et que les Américains sont plus directement engagés dans la sécurité de l'Europe, ce qui peut être très ennuyeux. Dans la question du découplage, moi, il y a une chose qui m'a frappé, j'ai rien lu sur le sujet, mais quand les Russes tirent ce fameux nouveau missile, bon, à la limite, peu importe qu'il soit kinétique et tout, c'est un MRBM, c'est un missile à portée intermédiaire. Ça veut dire que c'est un missile qui était couvert par le traité sur les forces nucléaires intermédiaires en 1987. Alors les Américains s'en sont tirés, ensuite les Russes s'en sont tirés, donc on peut parfaitement développer ce type de missile. Mais
dans le passé, qu'est-ce qui s'était passé quand il y avait des missiles MRBM soviétiques en 1977? On avait eu la double décision de l'OTAN et le déploiement de Pershing 2. Rappelle peut-être ce que c'était la bataille des euromissiles. La bataille des euromissiles. Donc en 1977, donc le chancelier Schmitt s'aperçoit, enfin les Allemands s'aperçoivent que les Soviétiques ont développé, un peu mécaniquement d'ailleurs, avec un missile au départ à 3 étages, finalement ils font 2 étages, ça fait 5000 kilomètres, donc ça tire de l'Oural en Europe. Et puis, bah, il n'y avait pas l'équivalent au niveau de l'OTAN pour répondre à ce type de missile. Donc Helmut Schmidt a demandé aux Américains et à l'OTAN d'avoir une réponse pour répondre au SS-20, parce que c'était le missile s'appelait SS-20 soviétique. Et donc on a eu cette double décision de l'OTAN qui date de décembre 1979, où à la fois on demande aux Soviétiques d'ouvrir une négociation sur ces missiles à portée intermédiaire, mais on déploie des missiles américains, les Pershing 2, et puis des missiles de croisière, je crois des Lance, si je me souviens bien. Donc ça avait provoqué la crise des euromissiles en Europe. Il y avait les Allemands, les populations allemandes, britanniques étaient contre le déploiement de ces euromissiles. On avait eu ce fameux discours de François Mitterrand. Donc à ce moment-là, la France n'était pas entrée dans le commandement militaire intégré de l'OTAN, qui était allé au Bundestag pour dire les pacifistes sont à l'ouest et les missiles sont à l'est. Donc en fait, pour soutenir le déploiement des Pershing 2. Et là, moi j'ai entendu personne pour dire il faudrait que les Américains redéploient des missiles à portée intermédiaire en Europe. Donc, il y a quand même une question qui se pose à ce niveau-là, question du découplage. Je reviens maintenant simplement sur cette question de matériel américain et le fait que les Européens, effectivement, sont de plus en plus dépendants des matériels étrangers et des matériels américains. Ben, ça vient du fait de garantie de sécurité, ça a été très bien dit par Louise. Ça vient aussi du fait que il y a un point, comment dire, grâce à une technique de vente des Américains, les Foreign Military Sales, c'est beaucoup plus rapide d'obtenir des équipements américains. Et donc, moi, j'étais arrivé l'année dernière, donc avec ce papier que j'avais publié, indiquant que 78% des équipements vendus aux Européens étaient des équipements non européens. Alors, chose assez intéressante, il y a eu un rapport de WSS récemment pour contredire mon papier qui avait été repris par la Commission européenne, pour dire il faut acheter américain, Commission européenne. Et bah, derrière le papier de WSS, on trouve les Britanniques et les Américains, ce qui est quand même assez amusant. Donc, je vais ressortir un nouveau papier. Non, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, si on prend les ventes France-France, Allemagne-Allemagne, etc., etc., on arrive à un chiffre où la dépendance vis-à-vis des non-européens est de 59%. Mais elle était de 49% en 2021, et bon, 59% est l'inverse du chiffre de l'ISS quand même. Et si on prend, je vais refaire également le décompte, si c'est des transferts uniquement entre pays européens, je n'ai pas terminé, je vous l'avoue. Bon, et je pense que j'arriverai à peu près aux chiffres auxquels j'étais arrivé l'année dernière. Peut-être plus intéressant, et pour donner un focus, une sorte d'encadré sur le sujet, depuis le début de la guerre en Ukraine, les ventes de F-35 américains, les fameux avions de combat américains, c'est 24 milliards d'euros. C'est 18% des ventes américaines et c'est 2 fois plus que les ventes d'Eurofighter ou de Rafale. Donc, il y a véritablement une percée qu'on n'avait pas au début de ce programme d'armement américain, une percée des Américains sur les avions de combat qui est, on va dire, un peu quand même dangereuse pour toute l'aéronautique européenne.
Merci, oui, c'est étonnant que l'ISS reflète un point de vue favorable aux États-Unis. C'est effectivement une surprise. On va faire un deuxième round d'intervention avant de passer la parole à ceux qui sont ici. Peut-être rapidement, en 5 minutes, Jean, tu as évoqué le problème des sanctions. Est-ce que tu penses que les Russes peuvent obtenir la levée des sanctions? Plutôt, est-ce que les Occidentaux peuvent accepter de lever les sanctions, sachant quand même qu'il y a une violation grave du droit international et que si on est content du cessez-le-feu, il serait difficile de reconnaître cette acquisition de territoire par la force. Est-ce qu'il y aura là une divergence entre Européens et Américains et l'ouverture du marché russe? Donc, est-ce que tu peux penser que justement, on va non seulement lever les sanctions, mais reprendre un commerce à Zoujol avec la Russie? Enfin, ça paraît quand même un peu... Là, ça serait vraiment une couleuvre très grosse à avaler pour les pays européens. Alors, oui, donc comme je l'ai dit, les Russes, ils prétendent que les sanctions, même pas mal, et au contraire, c'est très bon, ça encourage la substitution des industries locales aux industries qui autrefois extérieures, qui fournissaient le marché. L'allègement des sanctions, dans le cadre d'un accord, hein, parce que j'y reviendrai, euh, ce sont les Américains qui en font mention. Et les Russes, ils en ont fait mention. Maintenant, ils font plus mention pour la raison que je vous ai dite. Dans la réalité, ils seraient très heureux de le faire. Euh, je crois que, de toute façon, on parle d'allègement des sanctions, pas de suppression sanctions. D'ailleurs, techniquement, c'est très compliqué de il y en a 20 000 de sanctions, hein, 20 000. Donc, des sanctions individuelles, il y a une grande partie de sanctions individuelles, et puis tous les secteurs de l'activité économique sont couverts. Je crois que la première chose qui intéresserait les Russes, et je crois qu'elle serait acceptable, sans doute, dans le cadre d'un accord, mais il faut dire lequel, c'est c'est d'ailleurs pas vraiment une sanction. C'est de réouvrir le robinet des investissements en Russie. Comme je vous l'ai dit, il n'y a plus d'investissements en Russie. Dans un premier temps, il y a eu une explosion des investissements en substitution des importations, un effort très gros. Maintenant, avec les 21% de taux d'intérêt, l'investissement se tarit après une période de floraison, si j'ose dire. Donc les Russes ont besoin d'investissements étrangers. Et là, sans que ça soit vraiment dans le domaine des sanctions, les investissements sont interdits dans un certain nombre de secteurs, mais pas tous. Et donc là, je crois que c'est quelque chose qui intéresserait les Russes et qui intéresserait aussi d'une certaine façon les Occidentaux. Donc c'est une prévision, c'est une hypothèse que je fais, mais il y a quand même toute une gradation dans les sanctions. On va commencer par supprimer les sanctions sur quelques individus dont on a besoin pour négocier, ne serait-ce que pour négocier. Lavrov, il faudra bien le recevoir. Euh, D'ailleurs, Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a dit, mais si les Ukrainiens veulent vraiment négocier, qu'ils commencent par lever, supprimer la loi qui interdit tout contact et toute négociation avec Poutine et Lavrov. Donc, en disant, vous voyez, nous, nous sommes prêts à négocier, eux ne le sont pas, ça fait partie du jeu. Ensuite, il faut bien voir que le niveau de levée des sanctions dépendra du type d'accord. Et là, nous sommes devant une difficulté majeure, parce que les Ukrainiens disent en tout cas ne pas vouloir d'un accord de paix définitif. Ils veulent un accord de cessez-le-feu en disant, pour nous laisser, ça peut se comprendre, nous ne voulons pas renoncer officiellement et définitivement aux territoires occupés. Nous ne pouvons pas. C'est d'ailleurs internationalement interdit d'une certaine façon. Donc, nous ne voulons qu'un cessez-le-feu, avec des garanties bien sûr, pour pouvoir, soit par la voie diplomatique, soit par la voie militaire, reprendre, récupérer par la suite ces territoires. Et du côté russe, on dit, nous, pas question d'un cessez-le-feu, d'ailleurs on a l'avantage sur le terrain, nous accepterons de mettre fin à la guerre que s'il y a un accord de paix définitif pour réaliser nos gains, comme disait Jean-Pierre. Donc, pour réaliser ces gains, eh ben, il faut un accord de paix définitif où on nous reconnaisse, j'allais dire, la pleine propriété des 5 oblasts. Si c'est un je ne sais pas comment ça va se terminer, mais si c'est un cessez-le-feu, les sanctions, elles resteront là. Il y en a très peu qui seront enlevées. Si c'est un accord de paix, à ce moment-là, beaucoup plus de choses sont possibles. Louise, par rapport aux pays donc, sur lesquels tu travailles, la Pologne, les Pays-Baltes et les autres, est-ce que leur augmentation des dépenses militaires peut conduire
finalement, à une plus grande confiance en eux-mêmes, dans leurs capacités, et donc à changer de perspective. Parce que quand on prend les dépenses militaires des pays européens membres de l'OTAN, uniquement les pays européens membres de l'OTAN, elles sont quand même très largement supérieures aux dépenses militaires russes. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour donner plus confiance dans ces pays? Et quelle est enfin, est-ce que la faiblesse interne de l'Allemagne, de la Pologne les inquiète? Euh, alors, d'abord sur la question de l'augmentation de leur capacité militaire. Pour parler principalement de la Pologne, il y a l'idée que aujourd'hui, ils ne se reposent plus seulement sur la garantie de sécurité américaine et que le premier niveau de sécurité nationale, c'est leur propre capacité. Donc, pour se rassurer, ils commencent par augmenter leur propre capacité. Est-ce que c'est tenable à long terme d'un point de vue économique pour la Pologne? Alors, la Pologne, contrairement à plusieurs pays européens, a un taux d'endettement enfin, inférieur à la moyenne européenne, une croissance prévue par le FMI de plus de 3% sur les prochaines années. Le budget de défense est soutenu aussi par un fonds extra-budgétaire, mais qui conduit à l'endettement de la Pologne. Donc, effectivement, à long terme, il va y avoir un accroissement de l'endettement polonais. La différence peut-être avec la France, c'est que dans le débat public polonais, le soutien à l'augmentation des dépenses de défense est tel que les Polonais sont majoritairement prêts à avoir des coupes budgétaires sur d'autres postes de dépenses. Il y a eu une enquête réalisée par, alors je me souviens plus, il me semble que c'était dans le Grand Continent, qui comparait justement le niveau d'adhésion des populations européennes à cette idée d'augmenter les dépenses de défense par rapport à d'autres postes budgétaires. Et on constatait qu'en Pologne, ils étaient majoritairement favorables. La tendance était aussi en Estonie et en Suède, c'était aussi dans cette tendance-là. C'est pas le cas en France. Donc ils ont quand même cet avantage sur la soutenabilité économique, c'est qu'ils ont une adhésion de la population qui est quand même plus forte. Pour revenir sur la question de se rassurer, en fait, non seulement leurs dépenses de défense les rassurent, entre guillemets, mais elles conduisent aussi à l'affirmation d'un leadership par rapport à ce qu'on peut constater aujourd'hui en France et en Allemagne. Euh, les, enfin, l'élection, en tout cas, de Donald Tusk a revitalisé, redynamisé une position polonaise forte au sein de l'Union européenne, qui va pouvoir d'ailleurs s'exercer pendant la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Et les Polonais, là, sont à un moment clé en termes de leadership, notamment depuis l'élection de Donald Trump. Parce qu'ils ont enfin, la dualité de leur exécutif leur permet d'être présents sur les deux fronts. C'est-à-dire que le président Duda, qui est proche de Trump, va permettre de maintenir cette relation assez proche avec les États-Unis et de continuer donc à s'assurer bah, cette garantie de sécurité et cette forme de réassurance. Et en même temps, Donald Tusk et son gouvernement vont déjà ne remettre pas du tout en cause le lien transatlantique. Ils sont également très favorables à ce lien, y compris après l'élection de Donald Trump, mais vont pouvoir s'affirmer sur la scène européenne, euh, y compris donc pas forcément au même niveau, mais avec l'ambition d'être au même niveau que la France, l'Allemagne, donc notamment au sein du triangle de Weimar. Ce leadership, il est déjà acté dans la région. Il y a eu une réunion récente du format nordique-baltique qui comprend normalement les pays de la région nordique, donc Danemark, Finlande, Norvège, etc., et les trois pays baltes. Ils ont invité exceptionnellement les Polonais. Et la déclaration finale dit que ils augmentent leur capacité de défense avec la Pologne qui lead the way, voilà, qui mène le chemin. Donc, enfin, les Polonais sont déjà en situation de leadership au niveau régional et s'affirment au niveau européen. Maintenant, ce qu'il faudrait pour rassurer aussi et acter une garantie de sécurité plus crédible de la France, par exemple. Donc, c'est pas seulement des capacités de production adaptées aux contraintes de livraison souhaitées par les Polonais, mais aussi des déploiements opérationnels concrètement. Enfin, quand on en parle avec les autorités polonaises, ils espèrent un déploiement français sur le modèle de ce qui se passe en Roumanie, par exemple,
pour, voilà, ils veulent des personnels sur le terrain et les capacités militaires qui vont avec. Merci. Jean-Pierre, tu as parlé tout à l'heure de l'éventuel déploiement de troupes françaises et britanniques en Ukraine. C'est vrai que si un cessez-le-feu, autant il serait très dangereux d'en déployer en période de combat, mais s'il y a un cessez-le-feu, le fait d'en déployer en période de paix, enfin de cessez-le-feu, de non-guerre en tous les cas, permet de rassurer les Ukrainiens et laisse à la Russie l'initiative d'une éventuelle agression, ce qui est tout à fait différent. Mais tu parlais du découplage, effectivement, de l'affaire des euromissiles. La crainte à l'époque, c'était que comme il y a des armes soviétiques qui pouvaient atteindre le territoire européen sans atteindre le territoire américain, les Américains pouvaient se détacher de ce qui se passait en Europe, d'où cette demande de déploiement. Là, il y aurait donc des troupes des pays européens membres de l'OTAN. Il y a quand même un double découplage entre l'Europe et les États-Unis et entre pays européens, parce que tous les pays européens ne seraient peut-être pas volontaires pour déployer les troupes. Et ça ne serait pas l'OTAN en tant que tel, ça serait des contributions nationales, j'imagine, parce que le fait que ce soit l'OTAN, ce serait quand même un chiffon plus que rouge pour la Russie. Oui, tout à fait. Alors bon, on a encore une relative unité des Européens sur le sujet, avec cette limite, effectivement, que quand il y a des nouvelles élections, on voit bien qu'il y a des partis politiques, on va dire en faveur de la paix, pour ne pas dire en faveur de la Russie, qui sont élus dans un certain nombre de pays. Bon, c'est le cas c'est le cas de la Hongrie, c'est le cas de la Slovaquie. Il y a eu cet épisode quand même assez curieux en Roumanie, en Roumanie également. Je reviens peut-être à ta question précédente parce que je n'y avais pas répondu par rapport à l'Allemagne et la France. Oui, c'est vrai que c'est une situation qui est très mauvaise en elle-même parce que euh, on a besoin quand même de la France et de l'Allemagne pour avoir une forme de leadership au niveau européen. Et ce leadership, il manque doublement. Il manque doublement parce que il y a une forme de neutralisation du fait de la situation politique en Allemagne et en France, hein. Bon, en France, je pense que vous connaissez tous. En Allemagne, les élections auront lieu fin février. On va être en présidence polonaise l'année prochaine. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, par défaut, les Polonais vont se retrouver à assurer ce leadership. Je reviens quand même un peu sur les questions de budget de défense et de financement. Et là, c'est aussi par rapport à Donald Trump. Il faut bien voir une chose, hein, c'est que depuis 3 ans, les budgets de défense des Européens, donc les 27 de l'Union européenne, on est passé de 200 à 300 milliards d'euros. Donc il y a quand même une croissance d'un tiers, hein. C'est très important. Et sur les dépenses d'investissement, elles ont doublé, hein. On est passé de 50 milliards d'euros à 100 milliards d'euros. Donc les Européens font vraiment plus pour se défendre. Le problème, c'est c'est pas, ils sont pas organisés collectivement pour se défendre. Il leur manque des capacités qui sont des capacités détenues par les Américains. Bon, à la limite, on peut toujours considérer que l'OTAN peut offrir les capacités de ce qu'on appelle de C2, mais il manque véritablement certaines capacités européennes. Alors, c'est identifié, hein, il y a un travail collectif pour le faire. Enfin, dernier point qui est quand même extrêmement important, c'est que le véritable leadership au niveau européen, il peut être au niveau de la Commission européenne, hein. Et là, c'est le débat sur les 500 milliards d'euros euh, qui, euh, à mon avis, la question va arriver sur la table. Alors, ça peut être bloqué par les Allemands qui ne veulent absolument pas d'eurobonds ou de dette européenne sur la défense. Mais il est évident que ça permettrait d'assurer une croissance soutenue des dépenses militaires des Européens. Ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, vu la situation actuelle, on ne reviendra plus en arrière, hein. On aura un niveau de dépenses militaires des Européens bien plus forte qu'avant le début de la guerre en Ukraine.
Merci à vous trois pour ces interventions qui permettent vraiment d'éclairer le débat. On va maintenant passer à vos questions et interventions. Des micros sont à vos dispositions. Vous levez la main, vous vous présentez rapidement et puis ensuite vous posez votre question. Voilà, il y en a des demandes de parole au début, là, dans les premiers rangs. Claude Roche, ex-ingénieur en chef de l'armement. C'est un point, pas de détail, mais un point précis. Les Coréens qui sont venus aider Poutine, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, d'abord, quelles sont les raisons? Il y a pas toujours une raison, il y en a toujours plusieurs. Quelles sont-elles et quelles sont les plus importantes? Et deux, qu'est-ce que ça va impliquer de fait? Les Coréens sont venus aider Poutine. En fait, il y a à la fois en hommes et en matériel. Mais l'aide en matériel est beaucoup plus importante que l'aide en hommes. 10 000 personnes, si on dit qu'il y a des pertes humaines de 1 000 personnes par jour ou par semaine. Enfin bon, on voit que démographiquement, ça ne change pas. Par contre, les centaines de milliers d'obus et de munitions que la Corée du Nord a envoyés à Poutine a permis de rétablir cela. Mais ce n'est pas pour autant. Alors, c'est un changement majeur parce qu'il y a un pays asiatique qui participe à une guerre en Europe. C'était plutôt l'inverse d'habitude. Donc, c'est un changement majeur. Mais voilà, c'est la Corée du Nord. Quelque part, c'est quand même une diminution de statut pour Poutine de devoir demander l'aide à la Corée du Nord en échange d'aide spatiale, d'aide alimentaire et d'aide économique. Mais je pense surtout que tout ceci est venu fâcher les Chinois qui, contrairement à ce qu'on a pu entendre sur certains plateaux, n'ont aucune envie de voir l'axe Japon-Corée du Sud, États-Unis être renforcé par ce qui a été le cas. Et donc les Chinois sont plutôt furieux de cette aide nord-coréenne, mais quelque part, en ayant recours à l'aide de la Corée du Nord, Poutine montre plus sa faiblesse que sa force, mais il est vrai qu'en termes de munitions, ça a été très utile. L'Ukraine a un PIB qui est inférieur à la Roumanie et à la Bulgarie. Est-ce que l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne ne va pas nous coûter plus cher que l'ex-Allemagne de l'Est? Et j'ai une deuxième question. Compte tenu de la situation internationale, n'est-il pas temps de rétablir le service militaire obligatoire et mixte en France? Peut-être un ou deux éléments sur la première question. L'adhésion euh, le- l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, elle n'est pas prévue pour demain. C'est un processus qui est très long. Il y a une trentaine de chapitres de négociations qui vont être ouverts et fermés un par un. Le critère de Copenhague prévoit que qu'un pays adhère à l'Union européenne, il ait la capacité d'absorption des normes européennes, le niveau économique pour intégrer l'Union européenne. Mais il va aussi falloir donc, une adaptation et des réformes du côté ukrainien qui sont en cours malgré la guerre, notamment sur le sujet de la corruption, qui est une des principales politiques publiques ukrainiennes qui se poursuivent euh, pendant la guerre. Et il va y avoir aussi une nécessité d'adaptation du côté de l'Union européenne, parce qu'effectivement, absorber un pays comme l'Ukraine européenne, ça va nécessiter des réformes, des politiques fondamentales de l'Union européenne, notamment la politique agricole. Donc, et c'est ce qu'on entend en Pologne, encore une fois, par exemple, l'idée que l'Union européenne a des devoirs à faire aussi sur la question de l'adhésion à l'Ukraine pour pouvoir absorber un pays qui n'a effectivement pas le même niveau de développement économique. Et peut-être dernier point, la reconstruction, du coup, va être extrêmement importante pour assurer qu'on n'intègre pas à l'Union européenne un État qui se sera vidé de sa population et qui n'aura plus de capacité économique. Et d'ailleurs, les coopérations industrielles de défense jouent déjà un rôle sur la thématique du rapprochement. Ouais, l'adhésion de l'Ukraine ruinerait l'agriculture française et ruinerait la France.
Et en plus, il y a quand même des progrès à faire. Enfin, est-ce que on a intérêt à remplir les poches jamais assez remplies des oligarques ukrainiens tant que la lutte contre la corruption n'est pas faite? Il y a quand même beaucoup d'obstacles. Heureusement, il faut l'unanimité pour faire rentrer un autre pays. Donc, ne serait-ce que les Hongrois sont peut-être pas prêts à voter pour cela. Bon. Mais disons que là aussi, on a promis à l'Ukraine d'adhérer à l'Union européenne en fonction de critères émotionnels, pas du tout en fonction de critères rationnels d'intérêt. Sur le service national, pour avoir longtemps travaillé sur les multiples réformes du service national, le service national dont beaucoup sont nostalgiques, c'était un couteau sans lame et sans manche, puisque c'était plus du tout un objet d'égalité sociale et pas du tout un objet d'intérêt militaire, vu qu'on ne savait pas quoi faire de ces gens-là. Et à la fin, le creuset où tout le monde était ensemble, il y avait ce qu'on appelait le bureau des affectations individuelles, que vous avez certainement connu. Donc, c'était le bureau des pistons, en fait. Et donc, grosso modo, ceux qui étaient bien nés allaient à Vincennes ou aux Invalides, et ceux qui étaient mal nés allaient à Mourmelon. Donc, l'égalité, c'était pas ça. Quand on a vu quand même, lorsque le président de la République a voulu recréer le service national, le service, comment ça s'appelait? National universel, ça coûtait un fric dingue. Il n'y a plus de caserne pour loger les gens, il n'y a pas d'encadrement. Donc, bon, c'était vraiment quelque chose, je crois, sur lequel il ne faut pas trop verser de larmes parce que ça n'avait plus tellement d'utilité, en fait. Et surtout que ça ne correspondait même plus à l'objectif social de mélanger tout le monde. Ça a été très longtemps le cas. Effectivement, pendant très longtemps, le fils de patron avec le fils d'ouvrier. Mais c'était vraiment plus le cas à la fin, quoi. Alors, j'ai peut-être pour juste une question qui vient parce on a 500 personnes qui sont inscrites en visioconférence. Peut-être pour toi, Jean, à quel point la chute récente du pouvoir en Syrie peut affecter la guerre en Ukraine, notamment en termes de négociation? Ben, je crois que c'est une très bonne question. Euh, je crois que cette perte, en fait, va jouer en faveur des négociations. C'est-à-dire, c'est pas une perte, hein. Il y a un grand point d'interrogation. On ne sait pas comment ça va se terminer. On ne sait pas si les Russes vont garder leur base de Tartous ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est un recul pour les Russes. Et le fait que ça soit un recul peut inciter les Russes à négocier. Parce que cette perte de position diplomatique, euh, elle va se répercuter en Afrique, parce que Tartous est aussi la base de développement des échanges militaires et autres vis-à-vis de l'Afrique. Donc, les Russes peuvent très bien se dire, c'est une hypothèse, que la poursuite de la guerre en Ukraine euh, risque d'affaiblir les positions qu'ils ont acquises. Donc je pense que ça sera plutôt posé. Il est de fait que la guerre en Ukraine a été un des éléments, il y en a d'autres, de l'absence de soutien déterminant de la Russie au régime d'Assad. Et une fois que Assad est parti, les Russes vont avoir à cœur d'essayer de sauver ce qu'ils peuvent sauver, c'est-à-dire leur base de Tartous, c'est ça ce qui les intéresse. Et, et effectivement, ça leur sera plus facile s'il y a une baisse de tension en Ukraine, parce qu'ils deviennent quand même plus vulnérables, puisqu'ils n'ont pas le soutien, ou en tout cas, ils n'auront pas de la même façon, avec la même force, le soutien d'un pays tout entier pour maintenir la base, à supposer qu'ils négocient quelque chose. Donc je pense que c'est plutôt une incitation dans le sens, la continuation de la guerre risque maintenant, alors qu'elle a peut-être renforcé dans un premier temps, mais risque maintenant d'affaiblir nos positions. Merci Pascal. Merci Louise. Nazywam się Terry Kunicki. Je suis polonais génétique et passeport français. Et je suis avec ma voisine qui est moitié polonaise. Et c'est pas une question, c'est un témoignage. Ma famille remonte à 1330. 1330. Et on a vu des territoires dispersés, la Pologne annihilée. Jean-Pierre, tu te souviens pas de moi, mais on s'est rencontrés il y a 35 ans dans l'association des jeunes de l'Alliance Atlantique. Tu te souviens? Louis, merci pour ton analyse pertinente.
Oui, mon témoignage est le suivant, c'est que nous raisonnons actuellement sur des faits contemporains. Notre histoire, elle date de 1000 ans, c'est tout. Oui, il est certain que les peuples ont des mémoires historiques. Il y a des consciences collectives qui marquent, effectivement, et qui jouent sur le présent. Merci de ce témoignage. On va prendre une autre intervention, une question. Oui, Marie-Claude Mignoret, je voulais vous demander, dans les négociations, il y a toujours une phase de pré-négociation avant toute signature. Qui vous verriez autour de la table pour obtenir quelque chose? Quel représentant de pays, qui vous verriez à ce moment-là? En prémisse, hein, je parle de négociation. En fait, la pré-négociation, c'est très clair, c'est entre Poutine et Trump, hein. C'est évident. Et après, Trump consulte Zelensky, euh, et après, Zelensky sera associé. Mais la pré-négociation, elle est en cours actuellement, selon toute probabilité. Il y a des contacts qui sont pris, il y a des lignes rouges qui sont tracées, tout un ensemble de choses. Tout ça, ça se fait. Si ça n'est pas fait maintenant, si ça n'est pas en train de se faire, ça sera fait très vite après l'arrivée de Trump au pouvoir le 20 janvier. Merci pour cette conférence. Je voulais savoir, sur ces négociations vont-elles reposer, puisque, comme l'a dit le ministre Lavrov, euh, tant que les objectifs ne seront pas accomplis de l'opération militaire spéciale, eh ben, la guerre continuera. Donc je vois pas, selon moi, quels seront euh, les termes à négocier tant que les objectifs ne seront pas atteints, c'est-à-dire d'occuper militairement les quatre oblasts, voire même la Novorossia. Et est-ce que le jeu de Poutine ne sera pas faire d'une sorte de maskirovka, c'est-à-dire de faire semblant de vouloir négocier, mais en réalité, il va continuer ses objectifs militaires jusqu'au bout, puisque bah, aucun des deux camps n'est prêt à geler le conflit, et jamais l'intention des Russes n'a été de geler le conflit. Et dans les deux cas, les pertes ont été tellement immenses que de toute façon, aucun des deux camps n'a gagné. Et du coup, là, autant finir ce qui a été commencé. merci. Pardon. J'ajouterai une question qui est posée par ceux qui assistent en visioconférence. Comme ça, tu pourras unir les deux, Jean. La fragilité de la Russie ne va-t-elle pas accroître la mainmise de la Chine sur la Russie? Ce qui peut jouer aussi par rapport à la question que vous venez poser, monsieur. Oui, alors, effectivement, c'est une bonne question. La guerre continue pendant les négociations, hein. C'est comme la vente pendant les travaux, hein. Euh, donc, euh, le cessez-le-feu, les Russes n'en veulent pas, ils l'ont dit. Ils n'en veulent pas, ils veulent d'une paix. Donc, on va négocier. Les, les Ukrainiens voudront un cessez-le-feu et les Russes continueront la guerre jusqu'à ce qu'ils obtiennent un traité de paix qui consolide définitivement, si je puis dire, leurs acquis territoriaux. Donc déjà, les négociations peuvent commencer assez vite puisque les négociations ne signifient pas l'arrêt de la guerre, en tout cas pour les Russes, hein. Euh, alors, ensuite, savoir, les Russes, ils ont leur but de guerre maintenant, ils sont clairs. Pendant très longtemps, ils n'étaient pas très clairs. Pendant très longtemps, on pouvait légitimement penser que les Russes voulaient manger toute l'Ukraine, enfin, en prenant le pouvoir à Kiev, etc. Et ils ont mis du temps, je crois, à renoncer à Enfin, ils ont mis du temps, je ne sais pas, hein, parce que dans les accords d'Istanbul, enfin, les projets d'accord d'Istanbul, donc on est en avril 2022, manifestement, cet objectif était déjà hors de portée pour les Russes. C'est pour ça qu'ils avaient fait, pas des concessions, mais accepté de signer un accord. Donc, je crois que maintenant, les Russes, leur but de guerre, c'est clairement les 5 oblasts et la neutralité de l'Ukraine. C'est l'essentiel. Voilà, hein. Après, il y a la question des sanctions, des garanties, tout ça, mais ça, c'est autre chose.
Donc, si on a un accord, il sera consolidé, en tout cas les Russes le souhaiteront, et je ne pense pas personnellement que les Russes veuillent aller au-delà en ce qui concerne l'Ukraine, ce qui serait déjà beaucoup, beaucoup quand même, hein. Neutralisation de l'Ukraine, 4 oblasts en moins, etc. Donc, le problème, c'est pas tellement pour les Russes de dire on a gagné, ça sera plutôt pour les Ukrainiens de dire on a résisté et qu'est-ce qu'on a obtenu, hein. Ça sera la difficulté pour l'Ukraine, pas pour les Russes. Sur la, sur la Chine, euh, il y a une sorte de modus vivendi actuel entre les Chinois et les Russes. Et les Chinois, dont la puissance est écrasante sur le plan économique à côté des Russes, font très attention à ne pas brusquer Moscou, notamment en Asie centrale. Il y a une espèce de modus vivendi. On, on pousse ses pions, mais discrètement, etc. Comme je l'ai dit, je ne pense pas que les Russes sacrifieront leur alliance avec, c'est pas une alliance, mais en tout cas leur bonne relation avec la Chine, leur amitié infinie, comme on dit, leur amitié infinie avec la Chine pour un accord avec Trump, parce que leur survie, le pivot de Moscou vis-à-vis de la Chine, il a commencé même avant la guerre en Ukraine, hein. Il a commencé, on peut le dire, en 2012 avec le sommet de la PEC, l'Association de coopération pacifique, à Vladivostok, où là, brusquement, on s'est rendu compte que la Russie misait sur l'Asie et en particulier sur la Chine. Donc c'est une orientation de long terme, hein. Et donc, alors, d'un autre côté, l'ambition de toute diplomatie triangulaire, c'est d'être le sommet du triangle, c'est-à-dire d'avoir de meilleures relations avec chacun des deux autres angles que les deux autres angles ne l'ont entre eux. C'est ce que Kissinger avait essayé de faire dans le triangle Washington-Moscou-Pékin. Donc les Russes peuvent essayer de jouer ce rôle. Donc ça n'implique pas de jeter les relations avec la Chine, mais ça implique d'améliorer les relations avec les États-Unis et d'en faire un contrepoids vis-à-vis d'une influence excessive de la Chine. Si, encore une autre question. Oui, je ne sais pas moi qui ai le micro, mais OK. Oui, mais d'autres. Ouais, merci. Monsieur Molny a dit dans son exposé que la guerre en Ukraine a rapporté près de 25 milliards d'euros en vente de F-16 aux Américains, presque France. 18% des dépenses de cette guerre. Ben, on connaît tous qu'en relation internationale, les États n'ont pas d'état d'âme, ils n'ont que des intérêts. Mais je veux savoir alors quel serait l'intérêt des Américains à voir cette guerre en Ukraine cesser, puisque ça rapporte autant d'argent aux Américains. Et les États-Unis de plus en plus puissantes depuis le début de cette guerre vis-à-vis des Européens, des autres axes. Merci. Non, je ne pense pas qu'il faille raisonner comme ça. Quand vous avez une guerre et que vous n'êtes pas directement impliqué par la guerre, ça ne veut pas dire que vous souhaitez cette guerre. Tant qu'il y a la guerre, les Américains en profitent. Mais surtout, ils vont continuer en l'état pour le moment. Si la guerre stoppe, vous venez de parler de la Pologne et du sentiment de la Pologne. Si vous prenez une large partie des pays de l'Union européenne, pour une large partie de pays de l'Union européenne, la Russie aura conquis des territoires grâce à une agression armée sous la protection de l'arme nucléaire. Ça va laisser des traces énormes dans la pensée des dirigeants politiques de tous ces pays. C'est ce qui explique, à mon avis, que les dépenses militaires ne vont plus diminuer. Et ça, les Américains en profiteront. Les Européens vont commencer petit à petit à en profiter, à mon avis. Parce que justement, on a un tas de dispositifs qui sont en train d'être mis en place au niveau européen. Et je pense, mais c'est long, que petit à petit, même y compris les Polonais, les Allemands, etc., vont commencer à penser qu'on ne peut pas rester éternellement dépendant vis-à-vis des Américains, sachant que bah, la protection américaine dans l'OTAN, elle diminue quand même progressivement.
Il y a une espèce de chantage acheté américain et je vous garantirai la sécurité. Mais en fait, c'est pas de l'intérêt des Américains de rester éternellement aux côtés des Européens, en tout cas pas au niveau actuel, pour assurer la sécurité de l'Europe. Bonsoir, merci pour la présentation. J'avais une question. Dernièrement, on entend certaines voix dire que il faudrait potentiellement se préparer à une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie. Et je voulais savoir, est-ce que vous pensez que ça, c'est un scénario possible ou il s'agit là juste d'une exagération? On peut rien exclure, mais ça serait pas, c'est de l'intérêt de personne. Il y a quand même la dissuasion nucléaire qui joue. Une guerre entre la Russie et les pays de l'OTAN serait perdue par la Russie. Les pays de l'OTAN sont quand même bien supérieurs à la Russie. Mais pourquoi n'a-t-on pas envoyé des soldats en Ukraine? Pourquoi n'a-t-on pas plus aidé? C'est que la Russie a l'arme nucléaire. Et que c'est la différence avec le. Si la Yougoslavie a eu l'arme nucléaire en 99, il n'y aurait jamais eu la guerre du Kosovo. Donc la dissuasion joue, et c'est vrai que cette guerre est venue rappeler le rôle de la dissuasion, puisque sinon, je pense que de nombreux pays européens et les États-Unis de Biden auraient certainement envoyé des troupes. Ce qui a retenu Biden dès le départ, c'est le caractère nucléaire de la Russie. Donc voilà, alors la dissuasion pour l'instant a fonctionné. Le jour où elle échouera, on ne sera plus là pour en parler. Donc, et en cas de guerre mondiale, la fuite à l'étranger n'est pas vraiment très utile. Donc, pour l'instant, ça tient, quoi. Alors, oui, madame, là, enfin, vous demandez le micro, oui. Bonsoir, moi je suis journaliste de l'Europe de Sud-Est, ex-Yougoslavie. Alors, j'aurais voulu savoir deux choses. D'abord, selon vous, pourquoi la Russie n'a pas intervenu en Syrie? Et deuxième, toutes ces provocations qu'elle fait à tout le monde, comment on va gérer ça? Parce que chez nous, ils sont présents à une certaine manière. Ils ont un grand allié, la Serbie et puis l'Hongrie. Et l'autre côté, tout le temps, c'est Medvedev parle de bombarder Paris ou Londres, qu'il y a des interventions dans les pays scandinaves et tout ça. Alors, jusqu'au quand les provocations vont être tolérées? Jean, je pense que cette question s'adresse à toi. Euh, Oui, pour la Syrie, honnêtement, c'est très difficile de répondre parce que, bien entendu, euh, il y a le fait qu'il y a la guerre en Ukraine et que la Russie n'a pas pu distraire des moyens pour renforcer Assad, mais il y a aussi le fait que on avait fait des offres à Assad pour stabiliser la région, tant Ankara que Téhéran, qui sont l'un son soutien, l'autre plutôt son rival, enfin son ennemi. Et en fait, le régime de Bachar el-Assad s'est enfermé dans une espèce de tour d'ivoire. Il n'a fait aucune concession, il n'a pas négocié, il a agacé tout le monde. Les Russes ont essayé de faire pression sur Assad pour qu'il se prête à un accord de stabilisation régionale, ce qu'il n'a pas voulu faire. Donc en fait, il s'est mis beaucoup d'ennemis sur le dos, si je puis dire. Donc ça a dû jouer un rôle. Et enfin, dernier point, et c'est surtout ça le point d'interrogation, est-ce que quelque part, il n'y a pas eu aussi un accord signé par la Russie, enfin signé, enfin agréé, enfin des choses, des éléments agréés par la Russie avec la Turquie, jusqu'à quel point HTS ira, pas trop, est-ce qu'on garde notre base de Tartous, etc. Il y a des choses que nous ne connaissons pas encore, mais c'est vrai que pour les Russes, c'est un recul notable ce qui s'est passé et ils n'ont pas laissé faire sans réagir. Ils ont dit qu'ils continueraient à négocier, enfin qu'ils commençaient à négocier avec le nouveau pouvoir syrien pour garder leur base de Tartous. Est-ce qu'ils ont pris des assurances avant? Je ne sais pas. Il y a un élément de mystère quand même dans la réponse. Il y a des éléments qu'on a là sur le plan militaire.
sur le plan du fait qu'Assad s'est brouillé avec tous ses voisins et a manifesté une espèce de rigidité. Ça, oui, on le sait. Est-ce qu'il y a des choses en dessous? C'est très difficile à dire. Sur votre deuxième question, euh, les provocations, ça fait partie du brouillard de fumée. Medvedev provoque parce que il n'est plus grand-chose sur l'échiquier russe et donc il se rend intéressant, si je puis dire. Solovyov, bon, on sait ce qu'il est. Donc c'est quand même ça. Solovyov, c'est une espèce de clown qui fait de la surenchère parce que c'est sa raison d'être et il fait de l'audience avec ça en plus. Donc, les vraies provocations, quand il y en a, c'est quand c'est soit Peskov, soit Poutine, soit Lavrov. Or, en fait, quand vous regardez, il y en a assez peu. Même les propos tenus par Poutine en matière de risque nucléaire sont extrêmement prudents et calibrés. Donc, il y a les amuseurs, il y a les fous du roi qui font de la fumée, mais le langage tenu par les responsables en charge et notamment en matière nucléaire, extrêmement tenu. Oui, bonsoir, Jean-Louis Pierre, Géostratégie 2000. Scénarii, si je comprends bien, c'est au pluriel. Donc j'avais envie de vous faire réagir sur un scénario alternatif, même si je ne conteste pas la précision de votre analyse, les Ukrainiens sont en train de perdre. Bon, maintenant, imaginons un autre scénario où ils ne sont pas en train de perdre, où ils arrivent à retourner, parce que je rappelle quand même que après la première semaine de guerre, tout le monde pariait sur un effondrement de l'Ukraine en quelques jours. Je rappelle que le Vietnam en 79 a fait face à un pays 20 fois plus important que lui. Je rappelle qu'Israël en 67 a vaincu, alors que numériquement, ils étaient quand même beaucoup plus faibles. Donc, il n'est pas totalement impossible que quelques vieux Mirage, quelques F-16 d'occasion, quelques HIMARS, quelques je ne sais quoi encore, couplé à quand même un patriotisme hallucinant des Ukrainiens, puissent de nouveau renverser. Alors, qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là? Si les cochons volaient, si ma tante, etc., c'est quand même un scénario hautement improbable parce qu'il y a juste un rapport de force démographique et il faudrait beaucoup de vieux F-16, beaucoup de Rafales. Enfin, je veux dire, je n'ai jamais entendu aucun responsable militaire dire que depuis un an et demi, que la victoire ukrainienne militairement était possible. Ils étaient très réticents au lancement de la contre-offensive en disant ça va pas marcher. Les militaires américains disaient ça va pas marcher, mais ils veulent le faire. On les laisse faire et puis après on verra. Donc, bien sûr, le nombre ne fait pas tout, mais les Vietnamiens jouaient à domicile. Les Israéliens avaient un avantage technologique incommensurable par rapport aux armées égyptiennes. Et puis il y a eu un effet de surprise, c'est qu'il n'y avait plus d'aviation égyptienne, plus d'aviation syrienne, etc. Et donc, si le nombre ne fait pas tout, et vous avez raison, des exemples historiques qui montrent que avec une petite unité, mais généralement, ça sera quand même très difficile de conquérir tout ça, et surtout, les exemples que vous montrez ne sont pas contre un pays nucléaire. Donc, ça. Pardon? La À Chine l'époque, quand? Oui, mais la Chine contre qui? au Vietnam. Vietnam? Oui, enfin, ils étaient au Vietnam, donc ils n'étaient pas. Bon, oui, c'est. Oui, enfin, bon, il y a une chance sur 1000, mais en tous les cas, oui, on peut tout mettre sur la table, mais si vous voulez, le problème de ceux-là, et par rapport à ceux qui disaient qu'il n'était pas moral de céder les territoires, bon, c'est illégal, c'est pas moral, mais moi je pose la question, est-ce qu'il est plus moral de continuer à envoyer des gens mourir pour rien? C'est-à-dire que je pense sincèrement que on peut prolonger cette guerre très longtemps. Il n'y aura pas un kilomètre carré de plus et donc il y aura juste plus de mutilés, plus de morts. Quant au patriotisme des Ukrainiens qui est indéniable, il y a quand même 1 million d'Ukrainiens en âge d'être mobilisés qui sont assez patriotes, mais patriotes à l'étranger et pas en Ukraine. Donc il y a quand même, parce qu'il y a l'usure de la guerre, que sauver Kiev est une chose, reconquérir le Donbass est moins motivant aussi, parce que le Donbass a toujours eu un rapport spécial. Donc je pense effectivement que parmi les arguments moraux qui disent on ne peut pas accepter la conquête de territoire parce que c'est illégal et immoral, et les deux sont vrais, mais le scénario de continuer à se battre très longtemps pour un nombre beaucoup plus important de morts,
Et en fait, même quelqu'un comme Richard Haas disait, en fait, le défi pour l'Ukraine, c'est se développer économiquement, pas de s'épuiser dans une guerre. Mais pour se développer économiquement, il faut peut-être changer le mode de gestion. Parce que si, avant le début de la guerre, en 2021, le PIB ukrainien était à peu près, c'est le seul pays européen qui n'avait pas augmenté son PIB pratiquement par habitant depuis, enfin, ou le PIB global depuis 30 ans, c'est pas de la faute des Russes, c'était aussi les responsabilités internes aux Ukrainiens. Et ça, il faut aussi le prendre en compte. Donc, en fait, il faudrait vraiment que les Ukrainiens se lancent dans le développement économique. Et pour ça, bah, il faut vaincre la corruption. Et vaincre la corruption semble aussi difficile que vaincre l'armée russe pour le moment, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Bon, oui. Écoutez, on va s'arrêter là. On a déjà passé le temps. Merci de votre présence. C'est le dernier débat de l'année. On se retrouvera pour un débat sur le Proche-Orient début janvier.